Le château de la Bourbansais est situé en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, sur la commune de Pleugueneuc. C'est à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Le château de la Bourbansais a été construit par mon aïeul, Jean Dubreuil, en 1583, nous disent les archives. Et le style de la maison, il n'y a pas véritablement de style, puisque c'est deux époques principalement qui ont gouverné la construction du château. Et sur la façade sud, vous avez le corps de logis principal qui est flanqué de deux grosses tours et qui a été construit donc à la fin du XVIe. Mais à la fin du XVIIe, vous avez deux pavillons qui sont venus agrandir cette façade sud. Qui sont des pavillons à la Mansart. Mansart était le fameux architecte qui avait formulé les toits, réalisé les toits, la technique des toits à double pente. Donc là, effectivement, vous avez un faux semblant de parfaite symétrie classique des châteaux 18e, alors que la Bourbansais, ce n'est pas tout à fait le cas, mais le faux semblant avec la succession des plans qu'il y a sur cette façade sud, le corps de logis principal, les deux pavillons, la chapelle, le pavillon 18e, et les deux fuies permettent de dire que la Bourbansais, façade sud, est apparentée au classicisme, si vous voulez, du XVIIIe siècle. Alors, l'activité touristique s'est développée à la Bourbansais depuis maintenant une quarantaine d'années. Et effectivement, ce sont mes grands-parents qui étaient des passionnés de chasse, et plus particulièrement de vénerie, ont créé avec de leurs très bonnes amies, qui était la comtesse de Gigou, ont créé cet équipage au milieu des années 60. L'idée de réaliser ce spectacle est venue également du fait que c'était la croisée de l'aspect historique, histoire que l'on proposait déjà avec le château, mais également du parc zoologique qui traitait des animaux. Et effectivement, grâce à ce spectacle, on touche à la fois et l'histoire, la tradition, et les animaux. Et donc c'est tout à fait intéressant de voir que ces deux choses sont réunies. Le spectacle a pour vocation de faire connaître, de démocratiser un petit peu la vénerie, de faire connaître l'art de la vénerie, parce que la vénerie c'est un art. Maintenant, il faut savoir que 97% des visiteurs de la Bourbansais ne sont pas des spécialistes. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent apparaître assez curieuses pour des non-initiés, mais je dois dire qu'à la Bourbansais, on respecte toute la tradition de la vénerie, elle est à le plus pur. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est lourd à gérer, mais effectivement, 97% des gens ne sont pas des spécialistes, mais ils sont néanmoins très impressionnés, très attirés par ce spectacle. Mais par contre, vous avez aussi les très initiés, les 3% qui sont très initiés, qui apprécient énormément, parce que l'équipage de la Bourbansais, ça fait une quarantaine d'années d'existence, et a une certaine réputation, tant au niveau de la chasse stricto sensu que de l'élevage. Et il y a même des visiteurs, des personnes qui sont venues de Bordeaux, passer 3 jours dans la région, et qui tous les jours sont venus voir le spectacle, parce que c'était des passionnés de vénerie, et ils trouvaient ça fabuleux de pouvoir faire ce petit spectacle, qui pour un veneur est un tout petit spectacle, puisqu'on ne se promène pas, c'est même pas un drag, c'est vraiment une présentation de chien, mais c'est une présentation de chien dans son environnement, dans un environnement particulier original, ce qui fait que c'est tout à fait intéressant. Le spectacle en lui-même donc, se passe en plusieurs mouvements. Vous avez un historique tout au début, et là les chiens sont au pas, les chevaux sont au pas. On a une meute parfaitement homogène, parfaitement mise sous le fouet du piqueux. Ensuite, il y a une évolution au trot, qui est l'allure réglementaire, enfin l'allure pratiquée pendant la chasse. Là, on voit les chiens qui s'expriment, qui se mettent à crier.
c'est tout à fait ça, c'est la partie un petit peu exceptionnelle du spectacle. Et puis ensuite, les piqueurs descendent de cheval. Vous avez une présentation à pied. Et là, en fin de spectacle, le spectacle dure à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, vous avez le repas des chiens que l'on appelle effectivement la curie, ce qui nous permet d'aborder les problèmes alimentaires, des problèmes de prophylaxie sanitaire, parce qu'effectivement, faire cohabiter une centaine de chiens, c'est pas forcément très facile et très simple. Donc la curée est le moment fort, si vous voulez, et ça fait en général assez sourire les gens, parce que bien évidemment, tous les chiens se jettent sur le morceau de viande que l'on met. Et là, c'est le petit côté ludique de la présentation qui intéresse beaucoup les gens. Le spectacle de meute est très bien perçu parce que vous avez un affectif autour du chien et autour du cheval qui est incontestable. Et les gens sont très impressionnés de voir ces grands chiens qui sont de véritables athlètes, puisque ce sont des chiens, le standard du chien français tricolore nous dit que le chien français tricolore peut peser une cinquantaine de kilos et mesurer jusqu'à 75 cm au garrot. Donc vous voyez que c'est un chien très impressionnant et les gens sont très surpris de voir la gentillesse de ces chiens et de les voir évoluer sur des carrés de pelouse et surtout la façon dont ils sont mis sous le fouet de leurs piqueux. Même moi qui le vois très régulièrement, à chaque fois je suis impressionné de voir la parfaite osmose qu'il y a entre les chiens, les chevaux et leurs piqueux. Et ça, je dois dire que tous les visiteurs sont très sensibles à la fois au maintien de cette tradition et sont très sensibles au travail réalisé donc, par le piqueux. On a des springers parce que ça nous plaît. Ouais. C'est un type de chien qui nous va. Ouais. On aime bien le style du chien, on aime bien le travail du chien, on aime bien. C'est une race qui nous convient et bon, comme aurait pu nous convenir éventuellement une autre race, mais bon, on s'est attaché au Springer, donc on fait avec le Springer et ça nous va très bien. Voilà, on l'a acheté comme un chien de compagnie et en le sortant, en allant faire un petit tour. C'est elle qui nous a passionnés pour aller à la chasse. Là. On a passé notre permis pour lui faire plaisir. Ah oui, parce que sinon, si on n'avait pas acheté de Springer, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on aurait toujours passé notre permis de chasse. Parce que bon, je pense que... C'était sa passion, alors on lui a fait plaisir. Voilà, le permis de chasser, c'était pas notre truc. Donc on a découvert la chasse en même temps que notre chien. Et je pense que ça... Lui a de la satisfaction parce que avant tout, c'est un chien de chasse, donc... Il est fait pour chasser. Et puis nous, pour faire plaisir aux chiens, on va à la chasse. Donc ça permet de... Comme ça, tout le monde est satisfait. Allez. Apporte. Allez. Apporte, Muscini. Apporte. Apporte au maître. Allez. Apporte, mes mères. Là, c'est bien. On est venu à la chasse parce que ma femme un jour est allée plusieurs fois est allée en voyage en Irlande. Il s'avère qu'en Irlande, les Irlandais ont des Springer. Et un jour, en rentrant, ma femme m'a dit j'aimerais bien qu'on achète un Springer. Je ne connaissais pas du tout le type de chien que c'était. Donc on est allé un dimanche visiter un endroit où quelqu'un avait fait une portée, et puis on est allé le voir.
Et puis le fait d'avoir vu la mère, on a vu la mère travailler. Et puis on s'est dit, tiens, on va acheter ce chien-là. C'est sympa. Comme ça, c'est sympa, c'est cool. Ça, il nous avait fait une petite démonstration au lapin, ça nous avait plu. Et puis à partir de là, donc, on a acheté notre premier Springer. Ça fait 3 ans, c'était en 97. En 97. Et puis on a mis le chien en concours. On s'est dit, tiens, on va lui faire passer un débutant pour voir s'il a les capacités des chiens, des Springer pour faire de la chasse. Alors que nous, on connaissait rien à la chasse. Alors qu'on n'y connaissait rien, on n'avait même pas de permis de chasser. Donc on est allé comme ça, franco. Donc on a présenté la petite chienne. Puis la petite chienne, elle a été reçue à son débutant. Elle a passé son débutant avec une mention satisfaisante. Elle a passé son débutant. Donc j'ai senti un petit peu, c'est pris un petit peu de fierté. Puis on s'est dit, tiens, il y a certainement un bon chien. Le problème, c'est qu'il est bon, mais il n'est pas bon pour les concours. Parce que le dressage n'est pas fait. Le chien n'avait pas de dressage. Donc entre-temps, on a passé notre permis de chasser parce qu'on s'est dit, tiens, il n'y a pas de raison. On va aller à la chasse, on va s'entraîner, on va faire ce qu'il faut. On va faire une équipe et puis à partir de là, on va voir comment ça va se passer. Donc en 98, au mois d'août 98, on a pris la décision. On est allé donc à Nivillac voir Daniel Pro et on lui a demandé s'il pouvait nous aider à mettre nos chiens sages à leur vol et les préparer pour les concours. Donc on a fait cette démarche et à partir de là, on a représenté nos chiens en concours. Et donc voilà ce qui nous comblait, quoi. Donc moi je présentais Mishkeni, donc notre première chaîne, et la deuxième chaîne que nous avons, c'est Christine qui la présentait. C'est une chaîne de concours, hein, comme ils disent en concours. Elle est très mécanisée, quoi. Voilà, comme ils disent en concours, c'est une Formule 1, quoi. Ouais. Pour Mishkeni, c'est plus une chaîne c'est une très très bonne chaîne de chasse pratique, quoi. Elle s'adapte tout à fait à ce qu'un chasseur cherche, quoi. Elle a un très bon nez, elle a un flair, elle est intelligente. Donc ce sont 2 Springers, mais 2 Springers complètement différents. Donc nous avons 2 styles de Springer. Springer très travail et Springer très chasse. Hein, et chasse est un peu plus joli au niveau de la morphologie. Pas bouger, pas bouger, hein. Pas bouger. Pas bouger, hein. Down, pas bouger, hein. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Bon, le Springer, c'est un caractère très doux, mais ça c'est quand même ce que ça veut. Quand ça a quelque chose dans la tête, ça le garde pendant un bon moment. Mais autrement, c'est câlin, c'est dans la maison, ça fait pas de bêtises, c'est gentil comme tout. C'est un chien qu'on peut aisément laisser dans la maison sans problème. Tout en alliant chasse et maison. Chasse et maison. Il y a une petite chose, c'est que c'est dur à comprendre, mais une fois qu'ils ont réussi à comprendre, c'est ancré à vie. Ah oui, ça, c'est réceptif, hein, comme C'est long à comprendre. C'est une race de chien. Bon, nous personnellement, on connaît pas spécialement les autres races de chiens parce que bon, on n'a pas notre première expérience s'arrête au Springer, mais ils ont des comportements complètement. Tout ça, ça se rejoint, quoi. Ils sont tous proches de leur maître. Même si c'est pas le même animal, ils sont tous proches de leur maître, quoi. Ils ont un contact naturel avec leur patron. Voilà, c'est naturel. Alors là, ça va changer de vitesse. Je vous présente Nick Dewey, qui est très réalisante avec 2 CAC, origine typiquement anglaise, une fille de Silas Harford, champion international de travail, et de Bencetas Domino. Nick Dewey vise le titre de championne de France de travail. On est parti, Nick Dewey. Bon, un Springer, lui, c'est un chien qui est fait pour pousser, c'est un chien qui rentre en force dans la ronce. Bon, c'est un broussailleur, c'est un chien assez polyvalent puisque c'est aussi un retriever, donc c'est un chien qui fait le marais, c'est un chien qui fait la terre. Bon, on peut chasser le lapin, on peut chasser, bon, je dirais un peu, on peut, mais bon, un peu moins la perdrix parce que c'est pas un chien de plaine, c'est avant tout un broussailleur. Bon, on arrive à lever quelques perdrix avec les Springers, mais bon, avec un peu moins de réussite au niveau du tir qu'avec un faisan qui va se trouver dans la broussaille ou un lapin ou éventuellement un lièvre ou autre chose, quoi. Mais par contre, c'est un très très bon chien de marais. Donc c'est un bon chien. Il est courageux, il va toujours de l'avant et puis
bon, c'est un chien qui rapporte, naturellement, quoi. Quoique il y a des chiens d'arrêt qui ramènent très très bien au marais aussi, hein, c'est pas le, mais ce sont des fonctions qu'ils ont, innées, quoi. C'est dans leur gène, quoi. C'est des chiens qui sont faits pour ça, quoi. Hein, et ils le font très très bien. On aurait pu le faire avec un gibier, on peut pas mettre un frésange. Ah, ça se fait pas. C'est pas sérieux. C'est bien, on est. Apport. On est, ouais. Apport. Apport, on est. Apport. On est, ouais. Mais ils sont tellement passionnés que ils savent, ils sentent bien que quand on met les bottes ou quand on sort le fusil à la maison ou quand on se prépare pour aller à la chasse, quand on met les tenues, bon, ils savent très bien quand on prépare la cartouchière le soir, qu'on la met sur la table pour partir le matin de bonne heure à la levée du marais. Bon, le chien il a compris, hein, ils sont pas bêtes. Hein, Le matin, elle attend. ils savent, ils vous attendent, hein, aussitôt qu'ils entendent du bruit dans la maison, bon, ça y est, c'est parti, quoi. Donc, et quand on va quand on sort, nous en général, on sort un chien, on les sort un par un. Ouais, Hein. Bon, parce que bon, on aime bien voir ce qu'on fait et on aime bien sentir les choses, donc on sort pas deux chiens, voire trois chiens ou quatre chiens. Bon, exceptionnellement, quand on les promène, bon, là d'accord, mais autrement, on sort pas tous les chiens. On préfère les faire travailler une par une. On essaye on les sort toutes, quoi. On essaye d'en faire profiter un maximum toutes. Et bon, c'est des chiens qui sortent 2 heures, 2 heures et demie, donc ils peuvent se donner pleinement pendant le temps qu'il leur est donné de venir avec nous. Donc c'est ça, je ne vois pas l'intérêt de sortir tout le monde en même temps, quoi. Elles sont bien ensemble. On pourrait les sortir tout en même temps à la chasse, mais je vois pas l'intérêt. Je vous dis, on n'est pas là pour vider un territoire, on est là pour chasser, donc il faut le faire correctement. Et bon, Non, il y a surtout la question de rivalité qui. Puis il y a surtout cette rivalité qui fait qu'on peut pas. Ce sont 2 retrievers, donc ils vont avoir tendance à vouloir aller toutes les 2 au rapport. Et bon, un gibier, il n'y en a qu'un. Donc on peut pas plus donner. Ou alors à ce moment-là, il faudrait mettre sage une pour que l'autre. Les faire patronner, quoi. Ouais, pas spécialement patronner, mais bon, il faudrait mettre une sage au rapport et que l'autre. Il faudrait qu'on fasse la relation. Mais bon, ça, c'était une situation encore qu'on n'a pas étudiée. Donc, mais ça doit pouvoir se faire. Hein, on doit pouvoir mettre sage une chienne et puis envoyer l'autre au rapport. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, il n'y a pas. Je vois pas pourquoi on créerait une rivalité entre les chiens, dans la mesure où on leur a pas appris à le faire. Un chien, il a besoin de prendre des initiatives. Donc, je pense que c'est souvent quand on se retrouve seul ou qu'on prend des initiatives, quoi. Les jeunes, on les sort avec un adulte jusqu'à l'âge de 10 mois à peu près, et puis après, Ouais. ils sortent tout seuls. Bien sûr, pour leur faire voir. Et puis après, Ouais. on voit bien quand on les sort tout seul qu'il y a toujours un petit moment d'hésitation. Hein. Quand c'est le premier gibier tombe, on va voir, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, bon, il y a l'accoutumance, il y a le fait de sortir, de leur faire voir des territoires, de leur faire voir du gibier. Bon, puis après, ça se vient. C'est le débourrage du chien, mais ça, c'est complètement normal, quoi. Il faut que le chien apprenne, il a besoin d'apprendre. Et bon, c'est comme les gens, hein, ils ont besoin d'évoluer dans un certain milieu pour apprendre un petit peu comment ça se passe, quoi. Mais ça se passe bien. Pas de problème particulier. Viens là, Nico. Pousse ça. Derrière, Nico, ouais. Attends, reste là. Pas chercher. C'est en hauteur, hein. Vous risquez rien. Bon, quand on est en action de chasse, bon, quand on a le fusil, bon,
on conclut l'action, mais quand on a quelqu'un à côté de nous, un fusil par exemple, quelqu'un qui, quand vous voulez présenter votre chien ou quelque chose comme ça, bon, il y a des petits signes qui font qu'on leur dit, attendez, la pression commence à monter, il va se passer quelque chose, quoi. Parce qu'on le sent, on voit bien au comportement du chien qu'il y a quelque chose qui fait que quand un chien commence à décrire des lacets, il remonte une information. À partir de là, vous savez que au bout, il y a quelque chose, quoi. Soit c'est une pièce de gibier qui est là, ou une place chaude, ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose, le chien remonte une information. En général, à 95% dans 95% des cas, ça aboutit, quoi. On voit ça explose parce que le chien, lui, pousse, hein, il pousse sans arrêt, il pousse sans arrêt, il pousse sans arrêt. C'est pour ça qu'il faut bien connaître son chien, bien connaître sa façon de travailler, et surtout essayer de faire que le chien ne chasse pas trop loin, parce que sinon, bon, un chien comme ça, vite fait de vous vider un territoire, sans que vous en apercevoir. Enfin, vous allez vous en apercevoir parce que ça va voler dans tous les sens. Mais si vous ne maîtrisez pas l'action de chasse, c'est pour ça que c'est important d'avoir un minimum de dressage pour ces leveurs de gibier, parce que sinon, si vous voulez, ça va tout vous lever sur un territoire, hein. Le chien, si vous le laissez faire, il va vous explorer un carré ou un sous-bois, il va vous vider le sous-bois et vous n'aurez jamais rien tiré, parce que s'il vous lève des oiseaux ou s'il vous pousse un lapin 60 ou 80 mètres devant vous, c'est pertinemment c'est hors de portée de fusil. Donc il faut que le chien chasse pratiquement sous le fusil, quoi, parce que on dit sous le fusil, c'est à portée de fusil, quoi. Et à partir de là, on se fait plaisir, on se fait vraiment plaisir, quoi. C'est à Plounay-Venter, près de Brest, que se sont retrouvés des chasseurs à l'arc du club de Penarville. Le groupe a décidé, malgré l'annonce d'un vent violent sur la pointe de Bretagne, de se réunir pour une partie de chasse au faisan ou à la perlée. La chasse avec un chien d'arrêt facilite largement la pratique de cet art ancestral qu'est la chasse à l'arc. Mais il faudra plusieurs heures de marche pour espérer approcher un gibier intéressant. À l'arc, on peut aussi bien chasser le lapin que le chevreuil. La chasse à l'arc est avant tout une école de patience et de précision qui demande un long apprentissage. Moi j'ai commencé il y a 7 ans dans un club de tir à l'arc en fait. J'ai toujours chassé, c'est ma 21e saison de chasse. J'ai toujours chassé et en fait il y a 3 ans je me suis mis à chasser à l'arc. Mais ça fait 7 ans que je fais du tir à l'arc. Et il vaut mieux d'ailleurs aller dans un club pour apprendre les bases. On apprend bien les bases de tir à l'arc. Ensuite on peut commencer à pratiquer la chasse. Toujours en s'entraînant énormément. J'insiste là-dessus parce que c'est très... Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a que l'entraînement qui fait de vous un bon ou un mauvais tireur. Les gars, il y a un coq normalement quelque part par là. Quel type d'arc que tu utilises? J'utilise un arc droit, hein, autrement appelé longbow. C'est un arc qui est revenu au goût du jour
par l'essor de la chasse à l'arc, qui n'a pas les performances d'un arc à poulie, qui n'a pas les performances d'un arc recourbé, mais qui a une souplesse d'armement qui est agréable, qui est très facile pour tirer le petit gibier, le tir instinctif, puisque ça monte tout seul, ça permet de tirer du gibier en mouvement, ça permet de tirer le grand gibier aussi. C'est un arc, et puis moi je crois que c'est le coup de cœur, la forme me parle. J'ai craqué pour la forme, je les trouve beaux, et puis j'aime chasser avec une arme qui me semble jolie. Christophe, arrête ici derrière. Attention. Bien, allez. C'était un faisan? C'était un faisan américain que je n'ai pas eu. J'ai tiré au sol, mais Tu l'as raté de beaucoup? malheureusement, je l'ai raté de peu, mais il est raté quand même. Et les types de flèches utilisées, là, il y en a plusieurs. Elles sont toutes différentes en Ouais. fonction du gibier? Alors en fait, j'ai apporté aujourd'hui pour le petit gibier, j'ai apporté une lame. On ne sait jamais s'il y a un petit gibier à tirer au sol. Ça peut être intéressant une lame, puisque ça entraîne une mort par hémorragie. Bon, sachant que la lame est interdite pour le tir au vol. On n'a pas le droit de tirer au vol avec une lame. Le règlement nous l'interdit. Autrement, on utilise des flèches qui sont empennées très largement pour tirer au vol, parce que ça freine beaucoup plus rapidement la flèche et on la retrouve plantée. Le problème, c'est que les arcs de chasse sont relativement puissants, donc on traverse bien souvent. Ou alors il y a le système D, on rajoute de simples rondelles de caoutchouc qui sont découpées dans des tuyaux de gaz qui freinent la pénétration, puisque ça remonte sur la flèche une fois que ça a tapé l'animal. Et donc l'animal reste avec la flèche en travers du corps. Puisque un gibier au vol, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas penser le tuer nettement. Ce qu'il y a, il faut freiner sa fuite, puisqu'il va mourir par hémorragie ensuite. Il faut freiner sa fuite, et ça l'assomme aussi, ça envoie une certaine quantité d'énergie. Plus le diamètre est important, plus ça envoie d'énergie, donc ça permet de tuer le gibier. T'as tout petit, un petit gros et des cheveux en brosse. Petit rue. Moi j'ai entendu ça, 157 157 kg il faisait. Pas mal. Pas mal. On tire que quand on est sûr de toucher une partie sensible de l'animal. Normalement, oui. Il faut être quasiment certain de placer dans une zone vitale, quoi, pour être sûr de ne pas passer 3 jours à courir derrière un animal blessé. On a vu quelques faisans là ce matin. Dans quelle partie il faut tirer pour être sûr de le tuer sur le coup? Le faisan, on ne le tue pas sur le coup avec une flèche. On le déséquilibre et puis il tombe, et là on peut le récupérer avec les chiens ou à la main. Mais c'est rare de tuer net un faisan avec une flèche. Donc la mort est provoquée par hémorragie? Ouais, il y a un peu de tout, il y a le choc, et puis c'est surtout qu'il est déséquilibré, il ne peut plus voler, donc là on peut le récupérer. Certains peuvent être tués net, s'il est au sol et qu'il est tapé, s'il prend une flèche dans la tête, il va pas voler. Mais sinon, ouais, c'est moins efficace qu'un coup de carabine ou qu'un coup de fusil, ça c'est sûr. Ça laisse plus de chance au gibier également. Ah, ça c'est clair, ouais. La preuve, ceux d'aujourd'hui, ils n'ont pas eu grand-chose. Pour quelle raison tu viens chasser à l'arc? Pourquoi je me mets à l'arc? Parce que ça m'a toujours tenté, c'est vrai. Puis avec mon collègue Yves-Marie, c'est sûr qu'on se motive à deux, quoi, et puis c'est plus sympa.
Et puis c'est moi j'ai déjà chassé à l'approche à la carabine, donc c'est sûr qu'on peut tirer à 250 mètres un gibier et il va pas faire un pli, il va pas bouger, quoi. Est-ce que là, pour aller tirer un chevreuil à l'arc, il faut être entre 5 et 15 ou 20 mètres, grand maximum 20 mètres, et puis ça augmente les difficultés, quoi. Ça met un peu plus de piment, même si on a beaucoup de plaisir à aller chasser à tir à l'approche également, pour le grand gibier. Il s'occupe.